Donc après avoir parlé de cartographie dans un média et au journal Le Monde, on va passer dans un domaine complètement différent puisqu'on va parler de scénographie et de muséographie avec Noémie Giard. Pardon. Donc vous êtes la chef du service des publics du musée Carnavalet Histoire de Paris qui vient de rouvrir ses portes après 5 ans, 7 ans. Oui, 5 ans de chantier. 5 ans de travaux, ouais. Et donc, du coup, on souhaitait aborder avec vous les enjeux de ce que c'est qu'une scénographie d'un musée qui rouvre ses portes au XXIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on la pense ? Comment est-ce qu'on l'architecture, précisément ? Donc, de la même manière, on vous laisse la parole pour 45 minutes et puis après, on pourra avoir un temps d'échange sur le sujet. Merci beaucoup. Je sors ma montre. Oui, de toute façon, on n'est pas à 5 minutes près. On se retrouve à 2 heures après. Alors oui, on change un peu d'univers complètement même, mais oui, évidemment, comme il y a une thématique de cette rencontre, on trouve quand même des petites choses qui vont dialoguer avec la présentation précédente qui était passionnante. Donc la présentation est faite. Donc je suis venue vous parler de la rénovation du musée Carnavalet, qui est le musée de l'Histoire de Paris, qui est un musée qu'on a rénové, qui a rouvert en mai 2021, donc il y a bientôt 1 an quand même. Quelques mois se sont écoulés. En 2021, en 7 mois d'ouverture, on a pu accueillir plus de 600 000 visiteurs au musée. C'est un chiffre énorme pour la période notamment, mais aussi pour le musée Carnavalet qui, avant sa fermeture, recevait en moyenne 400 000 visiteurs par an. Voilà, pour vous donner juste une petite idée. Là, j'ai un petit sommaire. Je vous fais une présentation rapide donc, des acteurs de la rénovation du musée Carnavalet, l'architecte, le groupement qui a géré, qui a supervisé, accompagné toute cette rénovation, donc François Chatillon et Snoeta. Et pour la scénographie, la muséographie, l'agence Nathalie Crinière. Évidemment, toutes les équipes du musée et de Paris Musée. Donc, le musée Carnavalet, juste pour les informations un peu générales, est un musée qui est un musée anciennement, donc un musée municipal, qui est donc géré aujourd'hui par un établissement public qui s'appelle Paris Musée. Voilà. Et donc, toutes les équipes de Paris Musée et du musée Carnavalet ont été évidemment associées à ce grand projet de rénovation. Pardon, j'ai un petit... Le masque et le micro cohabitent pas bien, mais excusez-moi. Ça, c'est quelques données sur lesquelles on pourra revenir si vous avez des questions, mais en fait, pour commencer à introduire un des sujets, un des grands enjeux de cette rénovation, qui était la grande diversité des collections, des œuvres, des départements, mais vous allez le voir plutôt en images après. Voilà, donc, toutes les personnes qui ont participé. Donc, le bâtiment et ses collections, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce sont 2 hôtels particuliers que vous pouvez voir ici sur cette vue d'architecte. L'hôtel Carnavalet et ses extensions et l'hôtel... Donc, je mets la souris. Ici, donc, premier hôtel particulier avec ses extensions. On traverse un bâtiment qui est entre les 2 hôtels, qui est le lycée Victor Hugo. Et on a un 2e hôtel particulier. Ces 2 bâtiments sont classés monuments historiques. Donc évidemment, pour la rénovation, c'est aussi des contraintes qui se sont exercées. Et les collections du musée Carnavalet, c'est plus de 625 000 œuvres. Donc c'est des collections considérables, très variées, très riches. Un musée qui a une très longue histoire, j'avance un tout petit peu, qui a plus de 150 ans d'histoire, puisqu'il a été créé à l'époque d'Haussmann, au moment des grandes transformations de Paris, sur proposition d'Haussmann d'ailleurs, qui voulait équilibrer un peu contrebalancer un peu son action, puisqu'il était accusé de faire disparaître le vieux Paris. Il a proposé que la ville de Paris acquiert l'hôtel Carnavalet où avait vécu Madame de Sévigné pour le faire restaurer et en faire le musée de l'histoire de Paris. Donc les collections, elles se sont constituées depuis 1866. Donc ça fait aussi une grande richesse, une grande diversité et des strates vraiment successives très importantes, dont qu'il a fallu un peu clarifier pour que le visiteur, en fait, c'était l'enjeu évidemment, dans le nouveau parcours qu'on allait proposer, que les visiteurs s'y retrouvent et comprennent d'une part qu'on était dans le musée de l'histoire de Paris, ce qui avait un peu disparu au fil du temps dans ce musée. Je ne sais pas si parmi vous des personnes l'ont visité avant la rénovation, après la rénovation. Voilà, peut-être quelques-unes, je vois des têtes qui se... Voilà. Merci.
Et en fait, avant la rénovation, beaucoup de gens qui venaient au musée ne savaient plus trop ce qu'ils visitaient exactement. Des hôtels particuliers, dans le Marais, des décors, des boiseries. L'histoire de Paris avait un peu disparu. Donc un des objectifs, c'était vraiment de clarifier le parcours et avoir une médiation renforcée, rendre ce musée beaucoup plus accessible et ses collections beaucoup mieux contextualisées. Donc 11 sections chronothématiques de la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. Et un point important qu'on va revoir dans le déroulé, là, qui est l'accrochage de 10% des œuvres à la hauteur du regard des enfants. Et ça va avoir un impact évidemment dans l'expérience de visite par la suite. Et l'autre point que je vais développer, qui a été aussi très important dans cette rénovation, c'est la démarche d'accessibilité universelle qu'on a mise en œuvre pour accompagner, en fait, pour élaborer les dispositifs de médiation qui accompagnent le visiteur dans la découverte des œuvres. Là, c'est quelques chiffres pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc, en gros, 4000 m² de parcours d'exposition permanente, ce qui correspond à, on a estimé 1,5 km de parcours de visite si on fait toutes les salles du début à la fin. Et puis, 3800 œuvres présentées. Voilà, en gros. Les travaux ont eu lieu de 2016 à 2021 pour un budget finalement, c'est un chiffre qui a bougé un petit peu, hein, mais qui s'est stabilisé à 58 millions, toutes dépenses confondues. Voilà. Sur ces 58 millions de travaux, 5,8 millions pour la muséographie et 220 000 € pour la médiation accessible. Voilà. On est dans des échelles différentes. Donc, clarifier, je vous l'ai dit, le parcours, renforcer la cohérence chronologique, amener l'histoire plus contemporaine, qui n'était pas présente à Carnavalet, mais les 20e et 21e siècles font bien partie, sont aussi des siècles de l'histoire de Paris. Il s'est passé des choses à Paris dans ces périodes-là, et on a des collections qui permettent d'en parler, ou alors on acquiert des œuvres qui permettent d'en parler. Je vais en parler rapidement, mais vous voyez qu'on a un gros sujet de signalétique directionnelle. Alors, je soumets le sujet. C'est un cas d'école. Carnavalet a très certainement réussi sa rénovation. Là, il n'y a pas de doute. Mais par contre, on a un gros point faible. C'est la signalétique directionnelle. Nos visiteurs se perdent. Le bâtiment est compliqué. Les bâtiments sont compliqués. Les contraintes des salles sont compliquées aussi. Et donc, voilà, c'est notre point faible. Donc, ce n'est pas là-dessus que je vais développer aujourd'hui. Mais je vous invite si vous avez des exercices à donner aux étudiants, des cas à étudier, voilà, il y a un sujet directionnel à Carnavalet. Donc les enjeux, c'est de présenter l'histoire de Paris de la préhistoire au printemps dernier, d'avoir 11 séquences chronologiques dans 5 espaces distincts, 10 départements, donc une grande variété de types d'œuvres, qui cohabitent pour évoquer des moments, des personnalités ou des thématiques de l'histoire de Paris. Et pour mieux vous le montrer, j'ai une petite séquence en images. Et vous pouvez m'interrompre ou m'arrêter si vous avez des questions. Je passe quelques ambiances de salle, parce que pour l'instant, ça reste peut-être très abstrait pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le musée. Donc la salle des enseignes qui introduit le parcours, qui accueille les visiteurs au début du parcours. On a créé des espaces d'introduction, donc ça c'était très important dans la rénovation pour clarifier les choses pour les visiteurs. Il fallait des espaces d'introduction. On dit voilà, on est le musée de l'histoire de Paris. Qu'est-ce que c'est Paris? Quelles sont ses limites à travers le temps, en quelques repères? On a aussi des sujets de cartographie qui ont été creusés au musée pour mieux pour donner les repères de départ. Donc les salles d'introduction à Paris, à l'hôtel de ville, une grande maquette du musée qu'on a fait réaliser aussi pour ces espaces d'introduction, pour se représenter les bâtiments, sachant que c'est aussi nécessaire pour les visiteurs pour comprendre où ils sont, de visualiser les lieux. Ensuite, le parcours commence au sous-sol avec les salles de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Vous avez quelques vues de ces salles qui sont nouvellement du coup créées dans les espaces des caves de l'hôtel particulier, en partie. Donc pour la préhistoire, l'Antiquité
Et puis le Moyen-Âge. Je fais des petites sélections. Et en fait, vous allez voir qu'au fil du parcours de ces 4000 mètres carrés, on va changer d'ambiance selon les différentes séquences et les différents espaces qui sont investis. Donc là, on arrive au premier étage de l'hôtel Carnavalet et de ses extensions pour les salles du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, où on a ces salles à décor, ces très belles fameuses period room ou décors reconstitués. Ici, une petite... je pourrais y revenir tout à l'heure peut-être, un petit effet de la scénographe de l'agence de Nathalie Crinière pour montrer, je ne sais pas si on comprend cette image de droite là, mais c'est l'envers du décor. En fait, vous avez dans l'encadrement de la fenêtre une petite fenêtre qui donne sur l'envers du décor de la salle dans laquelle le musée est remonté. Parce qu'on on explique les choses, on écrit, on dit les décors ont été remontés, ils viennent de l'hôtel La Rivière qui se trouvait place des Vosges. Mais en fait, on sait que les visiteurs, ils ont besoin de vivre le truc, de vivre l'expérience et pour comprendre, ça peut être écrit 10 fois, les gens vont toujours avoir l'impression de se promener dans des décors qui ont toujours été là. Et c'était notre sujet un petit peu à Carnavalet, puisqu'on a beaucoup de décors, enfin pratiquement la totalité des décors qui sont dans les salles du musée viennent d'ailleurs, ne sont pas les décors d'origine des bâtiments. Donc il fallait un peu le faire sentir, le faire percevoir. Donc voilà, ces fameuses period rooms, avec donc des boiseries qui sont au mur, qui ont été rapportées au musée dès sa création, pratiquement dès la fin du XIXe siècle, qui viennent de bâtiments qui ont été rénovés ou démolis à l'occasion des grands travaux haussmanniens. Et puis, dans les années 1960, du mobilier qui est venu compléter ces décors pour créer ce qu'on a donc appelé les period rooms, qui sont des salles un peu fictives, en même temps complètement authentiques et fictives à la fois, puisqu'on a rassemblé des boiseries d'un bâtiment et du mobilier de la même époque que ces boiseries, mais ces salles telles qu'elles sont présentées n'ont jamais existé ainsi dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, voilà, mais c'est ça qu'on essaie d'expliquer dans notre médiation aussi. Ensuite, on arrive, donc là, on change encore d'ambiance, on change encore d'univers. Et vous voyez qu'évidemment, les ambiances des salles, elles sont à la fois le fait des espaces architecturaux qui sont investis, des sous-sols, des salles, des period rooms, des salles plus avec une muséographie plus classique, là, de grands plateaux avec des cimaises. Évidemment, mais les ambiances, elles sont aussi le fruit des œuvres, des collections qui sont présentées, les collections archéologiques, le mobilier ou d'autres types de collections, comme ici, on arrive dans les salles de la Révolution française, donc qui sont des collections très importantes au musée Carnavalet, qui sont constituées pratiquement aussi dès l'origine du musée, en 1880, dès son ouverture. Et là, on va suivre un rythme complètement différent. Quand dans les salles archéologiques, on avait une salle avec quelques objets du Mésolithique, puis un site de fouilles du Néolithique avec la pirogue et quelques objets en vitrine. Puis ensuite, on saute à l'époque des parisis, de la romanisation de la Gaule. On fait des espèces de bonds comme ça. Et là, au contraire, la Révolution française, on va être pratiquement au jour le jour, date par date, et toujours avec des collections, enfin, pratiquement toujours avec des collections qui sont de l'époque, qui datent de l'époque dont elles témoignent. Donc voilà, c'est pas des œuvres rétrospectives. Et donc là, évidemment aussi, ça crée des environnements particuliers et une expérience de visite particulière aussi. On enchaîne après la Révolution française avec le premier 19e siècle, l'époque de Napoléon, l'Empire. On évoque les transformations de Paris, la vie quotidienne à Paris dans ces années-là, les grands aménagements urbains, la littérature, Paris, ville de spectacle, etc. On arrive ensuite, on redescend d'un étage et on est au second 19e siècle avec Haussmann. Je passe un peu rapidement. La Commune de Paris, là je fais des grands sauts aussi. La fin du 19e siècle avec Montmartre, le Chat Noir,
un événement là dans la scénographie à nouveau, hein, d'une autre nature, avec ce grand mur de peinture d'une donation qui évoque le Paris de la Belle Époque, de la donation Seligman. Et en face, et vous voyez comment là aussi, juste alors en dehors de toute, évidemment c'est de la scénographie, hein, mais vous voyez que les vues que je vous montre, il n'y a pas très peu de sujets de mobilier encore évoqués, mais juste ce choix d'accrocher ce grand mur de peinture Belle Époque et en face de ce mur un accrochage qui évoque les transports urbains, le tramway, la construction du métro. Vous voyez qu'on a des peintures et quelques photographies qui montrent les ouvriers dans la construction du métropolitain. On est déjà dans la construction d'un discours et on donne déjà, ça fait déjà en soi médiation. On montre que le Paris de la fin du 19e siècle, oui bien sûr c'est la Belle Époque, c'est cet imaginaire-là qui est quand même en grande partie aussi fictif et construit hein, dans le courant du XXe siècle. Mais c'est aussi le Paris qui se développe, les transports, le métro qui se construit, la ville ouvrière, industrielle est présente aussi, même si les œuvres qui permettent d'évoquer cet aspect-là de Paris ne sont évidemment pas de même nature. On ne peint pas de grands tableaux à cadre doré à l'époque pour glorifier les ouvriers du métropolitain, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le musée qui doit, dans sa scénographie, rééquilibrer un petit peu les choses pour raconter l'histoire de Paris. La chambre de Marcel Proust, et puis la nouvelle salle, nouvelle collection qui n'était pas présentée auparavant, qui permettent d'évoquer le XXe et le XXIe siècle. La maquette de la zone, qui est un des objets importants de cette séquence, qui n'était pas du tout montré auparavant. La zone qui était un territoire un peu de bidonville qui entourait Paris avant que cet espace soit annexé et construit avec des habitations bon marché, des stades, des équipements, etc. Les photographies d'Adger. J'avance un petit peu. Voilà. Et donc là, on voit que de plus en plus, les photographies sont plus présentes, évidemment, dans ces salles. Le moment de la libération de Paris. Les années après la Seconde Guerre mondiale et la construction des quartiers touristiques de Pigalle, du Paris nocturne, à travers des pochettes de disques. Ça, c'est pour vous montrer aussi tout cet ensemble d'images, la diversité des collections que vous commencez à apercevoir, je pense. La maquette de l'échangeur de la Porte de la Chapelle, donc pour la construction du périphérique. Donc on est à la fois très loin des salles à décor du XVIIe siècle et en même temps on est dans le même musée et dans la même ville. Mai 68 avec des photographies et des affiches. Et puis pour la salle la plus contemporaine, donc de 1977 à nos jours, quelques œuvres qui permettent d'évoquer le Paris, les transformations plus récentes de Paris et les événements marquants de ces dernières années, donc avec les grands rassemblements après les attentats de 2015, ici avec le crayon « Je suis Charlie » qui était brandi au moment de ce grand rassemblement après Charlie. Et puis on a aussi des photographies alors on avait, là elles sont en rotation les photos, mais il y avait l'incendie de Notre-Dame, et puis on a aujourd'hui les photos du confinement il y a 2 ans du coup, qui est aussi un des événements qui a marqué Paris ces dernières années. Voilà, ça c'était un petit tour en images. Ça va vous voulez déjà revenir sur certaines choses que j'ai montrées là, ou je continue ? Je continue ? Donc évidemment, avec toute cette diversité, cette complexité des sujets, que ce soit selon les cas, la préhistoire, la Révolution française, le XXe siècle, etc. Évidemment, ces collections très variées ont besoin d'un accompagnement pour être rendues plus lisibles pour les visiteurs. Donc, quels sont les enjeux et les objectifs de la scénographie et notamment de la médiation et de la démarche d'accessibilité universelle qu'on a développée au moment de cette rénovation ? C'est guider les visiteurs et leur donner des repères, les accompagner dans la découverte des œuvres, améliorer et enrichir l'expérience des visites. Il faut que ce soit quand même agréable. On n'est pas non plus dans
Évidemment, plein de gens vont au musée aussi dans une logique un peu scolaire d'apprentissage, avec une volonté d'avoir plus de connaissances, de lire beaucoup de textes, mais ce n'est pas le cas de la majorité des visiteurs. On a la nécessité aussi de proposer quelque chose d'agréable où les enfants même simplement aient envie de revenir. Et donc favoriser une accessibilité partagée pour tous les publics. Donc c'était ça qui nous a guidés dans notre travail et dans nos relations de travail aussi avec la scénographe, avec l'agence Nathalie Crinière notamment, mais aussi avec l'architecte, puisqu'il fallait avoir un accompagnement présent dans toutes les salles et en même temps, vous l'avez vu, des œuvres et des collections qui sont très importantes, qui sont très fortes aussi pour certaines, qui occupent beaucoup d'espace. Et on n'est pas dans un musée d'histoire de ville où le discours prime. C'est d'abord les œuvres, d'abord des collections. Donc tout doit être élaboré à partir des collections, qui certes sont très riches, mais ont leur propre histoire aussi, et parfois des lacunes, parfois des pans qui vont manquer de l'histoire de Paris, parce que ces moments-là, on l'a vu pour l'histoire plus industrielle, par exemple de la capitale, ça se traduit moins par des œuvres ou par des collections importantes. Donc tout ça, ça mérite d'être accompagné et présenté d'une façon qui soit aussi claire et compréhensible par tous. Donc le petit passage sur la signalétique directionnelle, rapidement, mais parce que c'est pas convaincant et en fait, je pense qu'il faut qu'un bâtiment comme celui-ci soit mis en fonction et ensuite on regarde ce qui se passe, on regarde là où les gens se perdent, là où en fait c'est vraiment là pour le coup l'expérience dans le bâtiment qui la gestion des flux. D'ailleurs nos personnes ressources là aujourd'hui, quand on repense cette signalétique directionnelle pour l'adapter, pour l'améliorer, ce sont les agents d'accueil et de surveillance. Mais tout ça, avant l'ouverture du musée, c'est impossible parce que même dans le bâtiment, évidemment, on l'a tenté, on a essayé de voir quels étaient les nœuds, on a identifié des choses. Bon, on avait quelques difficultés aussi dans le cadre du chantier à faire entendre certains sujets. Donc des choses n'ont pas été prises en compte. Mais même, tant qu'on n'a pas les publics, tant qu'on n'a pas les flux, beaucoup de choses n'émergent pas comme des problématiques et elles ne peuvent être vraiment comprises qu'une fois que le public est présent. Et donc ce que je vais présenter un petit peu plus là dans cette séance, c'est ce qu'on appelle la signalétique culturelle, donc tout ce qui permet d'apporter de l'information autour des œuvres, autour de l'histoire de Paris et des collections du musée, avec un des enjeux qui était de proposer des niveaux de lecture différenciés, avec cette idée de s'adresser à tous les publics. Comment on fait pour s'adresser à tous, sachant que dans le musée, on va accueillir des enfants de 5 ans, des touristes étrangers, chinois, américains, latino-américains, allemands, de différents pays, des amateurs de Paris, des connaisseurs très très avertis de l'histoire de Paris ou d'une période ou d'une autre de l'histoire de Paris, des personnes en situation de handicap visuel, auditif, psychique, mental, moteur. Donc des personnes accompagnées dans les groupes, les publics qu'on dit du champ social, accompagnés par des structures qui agissent dans le champ social, donc hébergement d'urgence, des personnes en précarité. Voilà. Donc tous, ça veut dire quoi en fait? Et comment on fait? Est-ce qu'on fait un outil pour chacun? Alors il y a un truc pour les enfants, un truc pour les aveugles, un truc pour les personnes en situation de handicap mental, quelque chose quand même pour les connaisseurs qui ont besoin et qui veulent en savoir plus. Voilà. Est-ce qu'on démultiplie? Alors on démultiplie un petit peu, mais on a voulu vraiment essayer de conjuguer les choses et d'élaborer des médiations qui sont intégrées dans la scénographie et qui s'adressent à une grande diversité de publics. Alors, premier outil qui est présent dans toutes les salles, ce sont donc les fameux panneaux de salle qu'on trouve à peu près dans tous les musées, un texte d'information sur la salle que vous êtes en train de traverser. Ces textes de salle dans Carnavalet sont écrits en français, traduits en anglais et en espagnol. Et sur chacun d'entre eux, donc vous pouvez le voir à droite sur la photo, on a intégré un module de texte simplifié, illustré.
et transcrits en braille. Donc là, j'ai le descriptif de ces modules qui sont sur le pan incliné du panneau de salle. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est que... je ne sais pas, qu'est-ce que vous remarquez d'ailleurs ? Mis à part le fait qu'il est sur un pan incliné par rapport au panneau de salle, ce module qui est ici, là. Oui, le fond blanc, alors ça c'est puisqu'on parle de travail avec la scénographe, ça a été un de nos grands sujets. On en a parlé, reparlé, reparlé, on a insisté. Elle voulait pas, elle voulait, et on peut la comprendre aussi. Hein, donc il faut, dans ce genre de projet, évidemment, écouter et entendre toutes les parties. Puisque son esthétique, donc vous avez vu déjà dans toutes les images, hein, la scénographie du musée Carnavalet, le mobilier est sombre, en métal. C'est pas tout à fait noir, c'est un peu brun. Gris foncé, noir, brun. Donc tous les panneaux de salle sont de la même teinte que les vitrines, le mobilier. Voilà, tout est dans une même, évidemment, hein, c'est le travail de la scénographe de bâtir cette identité visuelle de tous les espaces. Et donc, quand on a parlé d'avoir nos textes simplifiés, plus faciles à lire et à comprendre, sur des pans inclinés, parce qu'ils sont transcrits en braille, donc il faut un pan incliné pour la lecture du braille, et qu'on a demandé à ce qu'ils ne soient pas en blanc sur fond noir, parce qu'en fait, l'expérience des utilisateurs le prouve, et vous-même, si vous faites l'expérience dans les musées ou n'importe où, quand vous essayez de lire un texte qui est en clair sur un fond sombre, ça scintille. Au bout d'un moment, vos yeux fatiguent. Dans le monde du travail, on est tous entre personnes qui ont à peu près, qui sont pas à la retraite, en tout cas. Voilà, on y voit à peu près clair. Donc, on n'est pas forcément toujours bien placé pour juger de ça. Mais on peut enlever ses lunettes pour faire l'expérience, enlever ses lentilles de contact et se mettre un peu à la place des personnes, que ce soit les personnes âgées ou les personnes qui ont un handicap visuel, qui n'est pas forcément la cécité totale, mais qui peuvent être malvoyants. Et en fait, ça, c'est des propositions qui peuvent gêner ou fatiguer la lecture. Et au bout du 10e panneau de salle, on n'arrive plus du tout à lire. Donc, c'était important pour nous que ces textes ils soient en plus gros caractères, en sombre, c'est pas tout à fait noir non plus, mais en noir sur fond blanc, donc c'est pas tout à fait blanc, mais voilà. Et que les phrases soient courtes. Donc là, on a travaillé vraiment, donc on s'est inspiré là, pour ces textes, pour ce travail d'accessibilité universelle, des règles du facile à lire et à comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette... Donc c'est une charte qui a été développée par les associations des personnes représentant ou des personnes en situation de handicap psychique ou mental et les personnes qui les représentent, et qui ont élaboré une charte de texte pour que ça soit plus facile à lire et à comprendre. Donc cette charte, elle inclut de faire des phrases courtes, d'utiliser du vocabulaire de tous les jours pour dire les choses. Elle inclut aussi justement la taille de la police, de la typo, que ça soit suffisamment gros pour être plus facile à lire aussi. Pas de références implicites, pas de vocabulaire technique, pas de chiffres romains. Et donc, on n'a pas appliqué strictement cette charte Falck, mais on s'en est inspiré et surtout, on a voulu vraiment afficher les marqueurs de cette accessibilité, c'est-à-dire dire, voilà, ce sont des textes, vous pouvez les lire, c'est pas des textes... Si vous lisez du Falck et que vous n'êtes pas en situation de handicap mental, vous allez trouver que c'est quand même un peu difficile, paradoxalement trop simple, et du coup, ça devient un peu difficile pour le commun des utilisateurs, on va dire. Par contre, en s'inspirant du Falck, c'est assez intéressant comme exercice. Donc nous, on est parti à chaque fois des textes de salle, donc qui sont dans la partie verticale du panneau, là, qui sont déjà écrits avec un effort d'accessibilité, mais en partant de ces textes-là, on les a retravaillés et on a fait en sorte que 1000 signes ou 1500 signes deviennent 300 signes, et avec soit une idée forte, soit... un résumé, mais avec du texte simplifié. L'idée, c'est qu'on est dans une démarche d'accessibilité universelle. On s'adresse aux personnes en situation de handicap psychique. Pour le handicap mental, il faut du Falck strict, donc il faudra d'autres outils. Mais là, c'est des outils qui sont partagés, qui sont présents dans tout le parcours de visite.
Et évidemment, ces textes, ils ont un intérêt pour d'autres personnes aussi. Par exemple, oui, les enfants qui peuvent les lire, du coup. Ce n'est pas des textes qui sont écrits pour les enfants, ils sont écrits pour tous. Donc, ils ne sont pas spécialement dans un ton enfantin, ou voilà, ce n'est pas des textes jeunes publics. Mais les enfants peuvent les lire parce que, d'abord, il y a une image. Vous pourrez revenir à nos pages du Monde de tout à l'heure. Ce n'est pas une cartographie ici, mais on a une image qui est un visuel qui est extrait d'une œuvre, et ça va attirer le regard, ça va inciter à aller vers le texte les visiteurs. C'est gros, c'est écrit en gros, c'est rassurant. En fait, c'est un texte qui, par sa forme, par sa proposition, est plutôt rassurant. Et on sait qu'on va pouvoir le lire rapidement. C'est intéressant aussi pour les parents qui sont avec des enfants dans les musées. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut être comme expérience, ou si vous l'avez vécu en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. Mais en général, les enfants vous tirent d'un côté, vous tirent de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, qu'est-ce que c'est? Et du coup, de pouvoir avoir en 300 signes l'idée forte de la salle, c'est très utile aussi. Et puis enfin, c'est des textes qui sont traduits en anglais et en espagnol aussi. Et voilà, l'idée, c'était aussi de se dire que pour les touristes étrangers qui peuvent parler anglais ou espagnol ou français sans que ce soit leur langue maternelle, c'est bien aussi d'avoir des textes simplifiés. Donc ces textes-là, ensuite, ne vous empêchent pas d'aller ensuite plonger dans un texte plus développé, qui est le texte de salle, ou dans d'autres contenus qui sont dans la salle. Mais il y avait vraiment cette idée de se rendre accessible à tous. Voilà. Avec, comme signal aussi, le braille. Alors le braille, c'était un gros sujet aussi, puisqu'on nous disait, mais le braille, personne lit le braille, c'est même au sein des aveugles, les lecteurs du braille sont très rares. Ce qui n'est pas faux. Alors pourquoi on a mis du braille quand même? Parce que du coup, on me disait, mais Noémie, là, le nombre de personnes concernées, ça commence à devenir vraiment très, très limité, en fait. Oui. Oui, tout à fait. C'était la principale raison. Alors l'autre raison, c'est que quand même les associations de personnes aveugles, et notamment qui sont dans l'apprentissage du braille, ils disent que, en effet, si le braille n'est présent nulle part, il n'y a aucune raison de l'apprendre. En fait, c'est quand même pas évident d'apprendre à lire le braille si vous n'en avez aucun usage, parce que dans les espaces publics où vous vous rendez, il n'y a rien qui est transcrit en braille. Voilà. Donc on contribue comme ça à la présence du braille dans les espaces publics, mais aussi c'est vraiment l'affichage, c'est montrer qu'on a cette démarche d'accessibilité. Et du coup, c'est un outil qui, pour les visiteurs, rappelle toujours que dans le musée, on a cette accessibilité qui est pensée pour tous et qu'on a cette attention. Voilà, l'autre point important que je voulais évoquer, c'est l'accrochage à hauteur d'enfant. Donc là, ça a été un choix affirmé par la directrice dès l'origine du projet et qui a dû être géré très précisément dans la scénographie et dans tout le projet de rénovation, et pas uniquement par le service des publics, puisque ça implique de montrer 10% des œuvres dans le parcours de visite, donc des œuvres originales, pas des facsimilés, pas dans un espace dédié au jeune public, mais dans le parcours avec tout le monde. Une œuvre sur 10 est présentée plus bas, à la hauteur du regard des enfants, plus en avant des vitrines, etc. Donc, par exemple, quelques images pour vous montrer ces principes de la hauteur d'enfant. Là, on le voit sur un accrochage, donc avec une œuvre qui est en décroché. Et dans les photos que je vous ai montrées au début, il y en avait aussi, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. On les voit régulièrement. Donc, ces œuvres à hauteur d'enfant, elles sont accompagnées d'une médiation adaptée, là, avec un cartel que vous pouvez voir ici, vous le voyez en bas à droite, ici aussi à droite de l'œuvre. Donc, vous voyez que par rapport au cartel de l'œuvre adulte, le cartel enfant est plus bas, mais il n'a pas que ça comme différence. Il a son petit picto qui le distingue, donc le petit ballon rouge qu'on a choisi en s'inspirant du film Le Ballon Rouge, qui est un enfant qui parcourt Paris avec un ballon. Et on a donc un gabarit, donc une charte graphique un petit peu différente pour les cartels enfants. Le texte, au lieu d'être noir, est bleu, pour se distinguer encore un petit peu plus du reste des cartels. Le texte est écrit alors on s'était dit, voilà, le souhait, là je vous raconte un tout petit peu, le souhait de la directrice, donc avec ses 10% d'œuvres à hauteur d'enfant,
c'était aussi de faire participer les enfants au projet de rénovation, qu'ils puissent contribuer. Mais c'est un chantier, donc le chantier a duré 5 ans, ça a été... certains disent que c'est très lent, très long, voilà, mais en fait, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses. C'était un peu une course effrénée, en fait, ce chantier. Et donc, on n'a pas pu faire des comités d'usagers, rassembler des enfants pour choisir les œuvres, etc. Donc ça, on ne pouvait pas les faire contribuer dans cette dynamique-là qu'on aurait bien aimé mettre en place, mais dans les calendriers, ce n'était pas possible du tout. Donc, ce qu'on a proposé, c'est que les enfants participent à l'élaboration des cartels. Et la première idée, quand on fait ce genre de choses, c'est de se dire les enfants, on pourrait, dans des cadres de projets pédagogiques dans les classes, avec les instits, notamment les tout petits en primaire, ou les professeurs du collège, écrire des cartels d'œuvres. Et en fait, assez rapidement, quand on a fait ce genre de... On l'a pas fait là, on n'a même pas testé, on l'avait testé un petit peu avant sur un autre projet. Et les textes écrits par les enfants dans ce genre de contexte sont des textes qui sont très scolaires, pas très intéressants en fait, parce que finalement... on leur demande de faire un peu semblant d'être le musée. Donc, cette œuvre a été peinte en telle date, elle représente ceci, cela, et on y voit ça. Donc, on s'est dit, ces textes-là, en fait, c'est les textes. Le musée doit les assumer. C'est au musée de produire ces textes sur les collections, sur les œuvres, de faire en sorte qu'ils s'adressent aux enfants. On a fait le choix, je ne sais pas si ça vous intéresse particulièrement ici, mais comment on s'adresse aux enfants dans des textes écrits? Est-ce qu'on dit « tu » ? Est-ce qu'on dit « vous » ? Est-ce qu'on ne s'adresse pas? Est-ce qu'on fait des textes où la plupart des textes dans les musées ne s'adressent pas aux gens, hein? On n'est pas souvent et on ne s'adresse pas, quoi. Donc là, on a choisi de s'adresser avec un « vous » collectif, voilà, pour info. Et donc, on a écrit ces textes, nous. On les a fait lire par des enfants pour vérifier qu'on était dans la bonne logique, voilà, dans la bonne dynamique. Et on s'est dit, où est-ce que les enfants peuvent apporter quelque chose? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter dans cette rénovation avec ces œuvres? Vous avez vu que les collections de Carnavalet, c'est des œuvres, je ne sais pas si ça vous l'a fait un petit peu, mais on a l'impression de les avoir déjà vues. On a l'impression de l'avoir déjà vues plein de fois parfois, parce qu'on les voit dans les manuels scolaires, on les voit à la télévision dans les documentaires, on les voit dans beaucoup de contextes. Le serment du jeu de paume, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues, et du coup, on a un regard qui est déjà un peu lassé finalement sur ces collections. Je ne parle pas de nous, je pense à tous les visiteurs. Et donc l'idée, c'était que les enfants pouvaient avoir un regard un peu nouveau sur ces œuvres. Et on leur a demandé, en fait, on s'est dit ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est leur imaginaire. C'est que ces œuvres, en fait, pour beaucoup, elles évoquent des choses auxquelles nous, en tant que musée, on ne va pas forcément penser. Par contre, les enfants, parce qu'ils sont encore un peu libres dans leur expression, ils peuvent voir des choses qu'on n'a pas vues, des interprétations auxquelles on n'a pas pensé, ou des lectures auxquelles on n'a pas pensé non plus. Et donc, on a proposé aux enfants de dessiner ou d'écrire, d'écrire des contributions à partir des œuvres. Donc là, je vous en ai mis un exemple. J'en ai pas mis beaucoup dans le PowerPoint, mais il y en a plein dans les salles de Carnavalet. Souvent, les dessins d'enfants sont un peu surprenants. On les recevait au fur et à mesure. On en a fait faire plus de 300 pendant la période de rénovation. Et à chaque fois, on se demandait, soit on se demandait ce qui lui était passé par la tête, soit c'était un peu tragique, soit drôle. Mais à chaque vraiment, il y a eu évidemment quelques cas où c'était pas très intéressant, mais c'était très rare que ce soit pas très intéressant. Souvent, c'est parce que les enfants, des fois, ils ont des lubies, ils ont un truc en tête, ils veulent dessiner Superman ou Spider-Man et vous leur montrez n'importe quelle œuvre, ils dessinent quand même Spider-Man. Donc là, ça perdait un peu d'intérêt, mais sinon, vraiment, à chaque fois, ils ont joué le jeu et ils ont proposé des regards. Celle-ci, je l'aimais bien parce que en fait, par rapport au tableau donc de la place des Vosges, là, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. En fait, l'enfant qui a 5 ans a un peu décomposé, a rendu l'image presque abstraite avec les bandes. Donc la bande bleue pour le ciel, la bande rose pour les façades de la place des Vosges, la bande verte pour l'herbe du square en dessous, et puis cette barrière jaune devant... qu'il a un peu survalorisé par rapport à l'œuvre. Et il a créé une composition qui est un peu comme une abstraction de cette œuvre, qui est un peu une lecture
en couleur et en forme de cette peinture, que je trouvais assez chouette, à la fois simplifiée et en même temps qui nous donne à voir la peinture un peu différemment. Alors donc ça je vais en parler aussi, voilà, on va parler un petit peu de cartographie rapidement, parce qu'évidemment en tant que musée d'histoire de Paris, on a aussi un sujet de cartographie qui est assez présent. Donc on a aussi donc beaucoup d'autres éléments qui complètent cette médiation, cette signalétique culturelle, des cartels développés illustrés, des focus architecture, qui sont des panneaux qui vont venir commenter des aspects du bâtiment. On a des petits récits de vie de Parisiens qu'on a appelés, c'est nos titres de travail, tout ça, hein, les focus trajectoires. Et puis des surfaces graphiques de plein de natures différentes. Vous en avez vu, alors là il faudrait que je me rebalade un peu dans le PowerPoint, mais là on a un exemple donc, d'un plan. Ce qui est intéressant par rapport à l'histoire de Paris, c'est qu'on peut repartir de plans d'époque. Là, un plan de Paris au Moyen-Âge qui date d'un peu après, donc qui date de 1572, qui montre Paris en 1530. Si on montre un plan de Paris à telle ou telle époque, avec un plan d'époque, c'est difficile pour les gens de le lire. On sait que là, ce qui est particulièrement difficile, c'est que l'orientation n'est pas celle qu'on a aujourd'hui sur les plans de Paris. La scène est verticale, c'est assez intéressant. Et du coup, on ne sait plus où on est et où est quoi. Donc, on a souvent fait cet exercice-là pour la Révolution française aussi, ou pour d'autres périodes, de plans qu'on a augmentés. C'est-à-dire on a rajouté des informations, on a identifié des points pour aider les visiteurs à se retrouver dans ces plans. On a aussi en surface graphique ce type de choses pour montrer les députés de Paris au moment, en 1789, de la noblesse, du clergé et du tiers-état, avec des œuvres qui sont dans les collections, donc des gravures, mais qu'on ne pouvait pas toutes montrer en même temps. Donc on en montre une qui est dans le cadre, qui montre un des députés. Et puis comme c'est des gravures, c'est des œuvres qui vont être en rotation, donc qui vont changer régulièrement. Et donc du coup, on montre en graphisme toutes les gravures, tous les visages des députés. Ça a beaucoup de succès aussi dans le musée parce que ça permet de visualiser tout d'un coup ce grand moment de l'histoire de la Révolution française. Et puis, et d'autres outils assez importants dans le parcours. Donc, ces outils qui sont multisensoriels avec cette démarche d'accessibilité universelle qui a été poussée. Donc, je voulais évoquer un petit peu pour les panneaux de salle. Mais on l'a développé un peu plus sur certains outils qui sont présents aussi dans tout le parcours très régulièrement. Alors là, un dispositif un peu exceptionnel qui est présent dans les salles d'introduction qui permet, donc avec du relief et du braille, mais aussi du 3D, de se localiser donc dans Paris, le Marais, le musée Carnavalet, avec des effets de zoom comme ça en trois séquences. Et puis, de taille plus modeste. Alors ça, c'était important, c'était intéressant aussi dans les échanges avec la scénographe, la taille de ces dispositifs, donc on appelle des pupitres d'accessibilité universelle ou d'accessibilité partagée, qui font 20 par 65 cm, avec l'idée qu'ils doivent s'adapter vraiment, je cherche des images, s'adapter à la scénographie, ne pas cacher les œuvres, ne pas être trop gros pour ne pas gêner la découverte des œuvres, et en même temps qu'on puisse s'y rapporter, s'y arrêter, si on en a envie. Donc, voilà. Et ces différents pupitres, là encore, alors ils ne sont pas en 3 langues, ils sont en 2 langues pour des raisons de dimension, de possibilité de mettre du texte dessus, donc français-anglais, qui est la logique de tout le parcours, puisque tous les cartels développés sont aussi uniquement en français et en anglais. Sur un pan incliné, à hauteur PMR, à chaque fois vous avez la petite coupe là, des carnets de scénographie. Et ensuite, dans leur contenu, ils ont des grands principes structurants et puis des variantes. Ils sont toujours inspirés de l'œuvre ou de l'ensemble d'œuvres à laquelle ils s'accrochent ou qu'ils viennent décrypter. Donc là, la porte de l'hôtel de ville que vous avez vue dans les pages de présentation, on propose, donc là aussi le texte est transcrit en braille, accompagné d'un dessin tactile
en relief et d'un module en 3D là, avec donc, la reproduction du médaillon de Méduse qui est sur la porte, qui peut être sur le lutrin d'accessibilité, peut être touché, et en restituant le toucher du bronze. Et à chaque fois, donc selon les œuvres, évidemment, c'est pas toujours la même chose qui est faite. C'est des variantes qui s'adaptent aux œuvres, aux expériences qu'on a envie de proposer en lien avec les œuvres. Et là, vous voyez que ces éléments à toucher, ils vont être intéressants, là encore, pour tout le monde, en fait, parce que c'est un des grands sujets dans les musées, de priver les gens du sens du toucher. Et c'est ça, c'est les enfants qui nous le montrent, encore une fois, ça. Si des enfants se sentent mal dans les musées, ou ont envie de sortir, au bout d'un moment, commencent à trépigner, il y a sans doute plein de raisons, mais il y a une des raisons à laquelle qu'on peut essayer de... à laquelle je formule mal ma phrase, mais peu importe, on peut essayer d'y remédier, c'est qu'ils sont privés du sens du toucher. Là, je ne sais pas si pour vous c'est évident, mais le toucher, c'est un de nos 5 sens. Si on vous prive de la vue, vous êtes complètement perdu, vous ne pouvez plus rien faire. Si on vous prive on l'a testé récemment, ceux qui ont eu le Covid, qui ont pu faire l'expérience de la perte du goût et de l'odorat, c'est quand même très perturbant et très problématique comme situation. Et bizarrement, ça ne nous gêne pas de priver les gens du toucher très tôt. On empêche les enfants de toucher très rapidement, très tôt. Et dans des expériences de visite au musée, c'est la règle, ne pas toucher. Or, voilà, on sait que si on propose aux gens de toucher des choses de temps en temps, de manipuler des choses de temps en temps, que ce soit des enfants ou des adultes, l'expérience de visite est meilleure. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu proposer. Par exemple, là, ici, vous avez un pupitre avec un petit jeu, avec des petites... là, c'est sa maquette, voilà, des petits choses à faire glisser pour trouver les attributs de Molière, de Mercure ou de Rosmerta. Vous avez pour la pirogue que vous avez vu dans la salle, dans les photos des salles archéo, un élément en bois. Alors à la fois un fragment ici, là. Un fragment authentique qui vient des vestiges archéologiques de la pirogue à toucher. Donc on peut toucher le bois de la pirogue qu'on voit, qu'on n'a évidemment, elle, pas le droit de toucher. Et un élément en bois qu'on a fait faire par nos prestataires là, de ces dispositifs de médiation en relief avec le tronc. On sait que cette pirogue, elle est monoxyle. Alors quand on a dit que c'est une pirogue monoxyle, on peut préciser taillée dans un seul tronc d'arbre. Mais si on le montre comme ça et qu'on le donne à toucher par ce petit module-là donc du tronc, de la pirogue et du vestige retrouvé, c'est peut-être encore soit plus clair, soit pour toutes les personnes qui ne lisent pas dans les musées, parce qu'il y en a beaucoup, une information qu'on va pouvoir transmettre avec juste une expérience de toucher. Voilà. Et puis évidemment, le tactilo-visuel à chaque fois, sur chacun de ces dispositifs. Le plan, les œuvres, l'interprétation tactile des œuvres, comme ici par exemple, va permettre à la fois aux déficients visuels et aux aveugles de voir des choses, de saisir des choses de l'œuvre qui est présentée, mais va permettre aussi aux voyants de voir des choses qu'elles n'avaient pas forcément vues. C'est pour ça que c'est très important quand on fait du tactile pour les non-voyants de penser tactilo-visuel. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais ça va avoir un intérêt pour tout le monde. Et ça nous a un peu sauvé la vie au moment quand on a terminé le chantier, c'était en pleine crise sanitaire. Tout le monde commençait à nous dire non mais les dispositifs tactiles, vous allez devoir les supprimer du musée, ça ne sera pas possible parce qu'on a, avec le Covid, pas le droit de toucher. Et on a dit non, parce que ce n'est pas des dispositifs tactiles, c'est du tactilo-visuel. Si on ne les touche pas, ils ont un intérêt aussi. Ils apportent des informations aussi. Évidemment, c'est mieux si on peut les toucher, mais ce n'est pas indispensable pour tout le monde. Et il ne s'adresse pas qu'aux aveugles, il s'adresse à tout le monde. Et donc là aussi, ça a permis d'avoir les financements pour les développer, etc. Voilà. Donc cette démarche d'accessibilité universelle elle a vraiment beaucoup d'atouts. Le principe de départ, c'est de dire on travaille à partir des besoins des personnes en situation de handicap, parce que c'est ça qui va permettre, en fait, avec l'idée que ça nous permet de faire des choses qui seront meilleur pour tout le monde. L'exemple de base, c'est l'ascenseur. Si vous êtes en fauteuil roulant, l'ascenseur, il est indispensable pour monter à l'étage.
Mais si vous êtes enceinte, avec une poussette, avec un déambulateur, fatigué, avec une jambe dans le plâtre, une entorse, si vous êtes âgé, voilà, ça va, etc. Vous avez la flemme, c'est bien aussi, vous prenez l'ascenseur. Et ben, c'est l'idée aussi de tous ces dispositifs-là, un peu dans cette même logique. Voilà, on améliore en fait les choses en les travaillant pour les personnes en situation de handicap. Parce qu'on est tous un peu aveugles, fatigués, on a du mal à se concentrer, etc. Pas tout le temps, hein, mais des fois. Et surtout fatigués, des fois aussi. Voilà. Pourquoi je remonte dans l'autre sens? Pardon, je suis en train de faire un voyage dans le temps. Voilà. Et puis, on a proposé régulièrement aussi des petits jeux. Des choses à toucher, des choses plus ludiques ou plus pédagogiques. J'avance un petit peu pour vous en montrer un petit jeu autour des armoiries de la ville de Paris. Un autre jeu avec le plan du jardin à la française dans une salle où on aborde ce sujet-là. Là, ce qui était important, et puis un petit jeu que j'aime bien, là, qui est dans la salle de la Révolution de 1848, un petit jeu de construction de barricades, une manip, construisez votre barricade pour comprendre les enjeux de la barricade. Et ça, c'était aussi, c'est pareil, on s'est beaucoup posé la question. La particularité de ces trois jeux-là, c'est que les pièces ne sont pas attachées. Et donc, tout le monde nous disait, Noémie, on va les perdre, tout le monde va les piquer. On les pique un peu, les gens piquent un peu les armoiries de la ville de Paris. Et notamment la devise fluctuate nec mergitur, mais on l'a faite, on a volontairement évité de faire c'est pas magnétique, c'est pas des aimants, parce qu'on s'est dit tout le monde va vouloir les mettre sur son frigo, mais les gens les prennent un petit peu quand même, mais pas trop. Pas trop, et voilà. Mais pour quelques jeux, on a trouvé que c'était intéressant parce que c'est toujours assez pénible dans les musées quand tout est attaché à des câbles. Je ne sais pas si vous avez connu ça, des trucs qu'il faut démêler pour essayer de jouer. C'est pas très engageant. Donc on s'est dit, on aura peut-être un petit budget où il faudra refaire des pièces. On a fait en sorte qu'elles soient pas trop jolies, pas trop chères à refaire pour pouvoir faire vivre ces dispositifs et que les gens puissent jouer un petit peu librement avec. Et puis, on a toute une série de dispositifs multimédia. Ça va le temps? Il reste un peu de temps. On a un grand ensemble multi-écran dans la salle d'introduction qui a énormément de succès. Alors là, c'est plus des cartographes. C'est un plan de Paris sur lequel on représente les limites de Paris à différentes époques, les monuments importants construits à Paris à différentes époques, et on peut naviguer à l'intérieur, afficher en même temps ceux du Moyen-Âge et ceux du XXe siècle. Donc ça, les gens aiment beaucoup. Voilà, vous avez quelques images de ces écrans ici, développés avec Opixido, qui était notre prestataire sur ces dispositifs un peu interactifs. Un petit film qu'on a fait faire par des enfants, je passe rapidement. Dans une salle, donc de la fresque d'une villa décorée à la mode romaine dans les salles de l'Antiquité, on projette sur les fragments restitués de cette fresque l'image de la restitution scientifiquement élaborée par les conservateurs et les restaurateurs de l'œuvre. On a d'autres outils qui sont très importants pour toutes nos périodes room. Donc là, l'enjeu des périodes room, c'était d'être le plus discret possible. Il ne fallait pas des cartels partout, pas de panneaux de salle, pas de grande table multi-écran, évidemment. Et donc, on a juste ce petit lutrin avec un cartel numérique à l'intérieur qu'on voit ici, qui représente l'intérieur de la salle, et on clique sur les objets pour avoir l'information sur l'œuvre ou plus d'informations éventuellement. Ce qui était important ici de garder à l'esprit, c'est qu'il faut, c'est pas si la peine de le mentionner, mais je le dis au cas où, ne pas tout mettre dans l'écran. Il faut toujours qu'il y ait une partie en dur, si jamais l'écran est en panne, ce qui arrive finalement de temps en temps, mais pas tant que ça. Ou si quelqu'un est en train de consulter et puis que quelqu'un d'autre en passant a envie de savoir ce que c'est, il faut une partie. Donc c'est notre partie sérigraphiée ici sur tôle, qui est évidemment indispensable. Et il n'aurait pas fallu avoir une information ici uniquement numérique, vu que c'est la seule information de la salle. Voilà.
enfin pas régulièrement, mais à quelques endroits, des ambiances sonores. Ici, on est face à un tableau qui représente la fête de la Fédération et on diffuse, on déclenche, quand le visiteur s'approche, un détecteur va déclencher la musique qui était jouée au moment de la fête de la Fédération sur le Champ de Mars en 1790, pour plonger dans l'ambiance du tableau. Des bornes écrans proposées régulièrement aussi avec des contenus. Alors là, justement, on peut approfondir, c'est-à-dire qu'on n'a pas proposé d'être tout le temps en survol avec des choses simplifiées. Parfois, on va approfondir par des expériences de toucher, de jeux. Parfois, on va approfondir avec des entretiens avec des historiens sur des thématiques, sur certains sujets. Parfois aussi, c'est des petites animations qui vont permettre d'expliquer des choses un peu... alors ça, le sans-culotte, c'est pas si complexe à expliquer, mais d'autres sujets plus complexes sur lesquels on a fait avec des prestataires des petites animations pédagogiques. Et puis, beaucoup plus rarement, on en a 2 dans le musée, des jeux sur écran. Alors, à l'origine, c'était fait pour être des jeux avec des pions en 3D, donc figital. Un objet qu'on pose sur un écran, l'écran reconnaît l'objet, et donc l'idée, c'est donc on n'a pas encore les pions 3D là, mais on fait l'expérience uniquement en numérique. On est un voyageur qui arrive à Lutèce. Ça, c'est aussi au Pixido pour le scénario et qui nous a accompagnés pour ce petit jeu. On arrive à Lutèce par la Seine, on doit du coup arriver par le port. Et donc, où se trouve le port de Lutèce ? Et on invite les visiteurs. Donc, si on avait le pion 3D, on prend le pion et on essaie de le poser. Et si on ne le pose pas au bon endroit, ça nous dit ben non, là, c'est pas le bon endroit, pour telle raison. Là, on fait glisser en fait le bateau et on le place au bon endroit. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Et le visiteur, comme ça, va parcourir les lieux un peu structurants de Lutèce qui permettent de comprendre l'organisation de la ville romaine. Et on est dans la salle où on a ces lieux qui sont évoqués autour de nous. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse échanger, discuter un petit peu ensemble. Et vous voyez qu'on a vraiment, dans toutes les salles, dans tout le parcours, des dispositifs, des textes, des surfaces graphiques qui sont complémentaires, qui proposent... Évidemment, un visiteur ne va pas tout faire, parce qu'il y a énormément de contenu, du coup, avec toutes ces propositions. Mais on peut, en lisant un texte simplifié de salle, avoir envie d'approfondir dans un texte plus développé, ou avoir l'attention attirée sur le dessin qui figure sur le module simplifié, le détail d'une œuvre de la salle et aller voir l'œuvre en question, etc. Et donc, on essaie non pas de répondre à tous les besoins de tout le monde, mais de faire en sorte que les visiteurs trouvent des choses qui vont pouvoir les accompagner dans leur visite. Et ils ne sont pas obligés non plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Noémie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci Noémie. En fait, j'ai une question encore un peu sur le mobile, comme sur le précédent sujet. Mais pourquoi ne pas avoir fait le choix d'un compagnon de visite embarqué comme une application, par exemple, ou même des iPads, ou enfin des choses qu'on peut prendre au fil de la la visite, pardon. Et dans l'idée aussi d'être peut-être moins intrusif dans l'expérience de visite in situ, en mettant moins de choses, peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, on a un compagnon de visite, l'application de visite, du coup je ne vous l'ai pas présentée, mais elle existe aussi. Les musées qui ont fait cette expérience, ça s'est révélé être une erreur d'avoir tout dans le numérique. Parce que d'abord, nos visiteurs, ils sont loin d'être tous, même encore aujourd'hui, équipés d'un appareil qui permet de télécharger tous les contenus, etc. Alors, le musée des arts décoratifs faisait ça à Paris. On donnait si les gens n'avaient pas, on donnait l'appareil à l'entrée. C'était gratuit. Même eux se sont rendus compte que en fait, beaucoup de visiteurs ne prenaient pas cet appareil qui était proposé à l'entrée, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable pour tout le monde. Il y a plein de gens qui n'aiment pas faire la visite avec ce type d'outil. Par ailleurs, c'est un outil qui est très isolant. Chacun est tout seul avec son truc. Si vous êtes en famille et que vous essayez d'écouter, je ne sais pas si vous avez déjà pu faire cette expérience, vos enfants ils peuvent avoir aussi un autre
outil application de visite enfant, mais en fait, ils l'écoutent, mais ils ont des questions, vous êtes en train d'écouter le vôtre, vous n'arrivez pas à leur expliquer ce que... En fait, ça cloisonne, ça isole les gens les uns des autres. Donc on le propose pour les gens qui souhaitent l'utiliser, il est disponible, mais on ne peut pas mettre toute la médiation dedans. Et quand on parle de l'accessibilité, des choses à toucher, pour comprendre les œuvres, des choses à manipuler, des choses à écouter ensemble aussi, c'est des choses qui sont proposées dans le parcours, ben, ça, l'application de visite, elle ne le permet pas du tout. Et encore une fois, nous, on vient d'un musée carnavalet, c'était ça avant en fait. Il y avait les œuvres et un audio guide. Et ce n'était pas du tout satisfaisant ni convaincant pour les visiteurs. Voilà, donc on a tenté de répondre autrement, mais là j'ai insisté beaucoup sur les dispositifs de médiation. Si vous venez, enfin ceux qui ont visité le musée peuvent peut-être en dire un mot, je ne sais pas quelle a été leur expérience. Mais les œuvres sont vraiment complètement... le rapport aux œuvres a été vraiment préservé grâce au travail de scénographie. Oui, du coup, petit témoignage, moi j'ai visité le musée, ça fait 2 mois, je ne l'ai pas connu avant la rénovation. Je me rends compte que j'ai vu probablement 15% du musée en suivant votre présentation, et ça a duré déjà 2 heures. Ce qui semble sur les plans schématiques qui expliquent les supports des tables tactiles et des textes et salles, relativement massif et très discret une fois dans les period rooms. Et si on a compris que pour un commissariat d'expo, un period room est déjà un petit peu un challenge parce qu'on met quelque chose qui est à moitié faux, parce que ça n'a jamais existé à cet endroit-là, exactement dans cette forme-là. Je pense que ces bornes d'accessibilité sont un très bon moyen de nous dire on n'est pas dans l'hôtel particulier carnavalet comme il était. On est dans un musée qui utilise les murs de ce hôtel particulier. Du coup, moi, je trouve votre musée vraiment très, très, très efficace. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci pour le retour d'expérience. Oui, voilà, par exemple, je regardais dans les photos, dans les vues de salle que j'avais présentées. Là, vous voyez un mur de la salle de l'Antiquité avec le lapidaire qui est présenté. Et vous avez... Ici, là, un lutrin d'accessibilité universelle. Vous voyez qu'il est complètement intégré dans la scénographie. Ce n'est pas du tout quelque chose comme on a peut-être l'habitude de voir dans les lieux qui ont travaillé, qui ont fait des efforts sur l'accessibilité, des choses d'une surface importante. Là, c'est vraiment presque trop petit d'ailleurs en réalité. On a eu ces contraintes très fortes qui se sont exercées sur nos dispositifs d'accessibilité. Trop petit, par exemple, par rapport à la lecture du braille. 20 cm de hauteur pour ces lutrins, là, c'est trop court pour lire le braille parce que la main tombe dans le vide. Et ça, c'est pas une bonne... voilà. Mais on a fait tester par des personnes qui lisent le braille et qui nous les ont... compte tenu de nos contraintes, donc on dit OK, c'est bon. Mais voilà. Mais par contre, ça nous permet d'être complètement intégrés à la scénographie. Là aussi, vous en avez un devant les vitraux, vous voyez, en tablette, là, fixé au mur, sous les vitraux, un dispositif tactile qui montre la fois, qui explique la technique du vitrail et qui fait un petit focus sur certains détails de ces vitraux. Ici également, autour de ces fragments de statues, là, vous avez un socle avec les éléments de la statue de Henri IV. Et au bout du socle, vous voyez ici, là, pareil, un petit lutrin qui va, je ne vais pas zoomer dessus, mais en fait, il y a le dessin de la statue. Et sur ce dessin, on replace les fragments qui sont présentés. Donc ça vient pas, c'est pas intrusif en fait. Ça vous empêche pas de regarder les fragments en question, mais en même temps, ça vous permet de les comprendre de façon plus efficace. Voilà. Ici également, on a, là, au premier plan, vous voyez, on a un miroir qui invite les gens à regarder le plafond et un lutrin d'accessibilité dans cette salle qui propose un dessin tactile qui montre ce qui est représenté au plafond. Donc si vous êtes très connaisseur, vous regardez le plafond, vous reconnaissez tout de suite Psyché, etc., les différents protagonistes, le mythe en question. Si vous avez votre audio guide, vous pouvez entendre le commentaire de l'œuvre.
Mais vous pouvez aussi être ensemble, vous promener, être attiré par ce truc-là, regarder et dire « Ah oui, ok, c'est ça au plafond » et comprendre des choses que vous auriez peut-être pas du tout regardées sinon. Voilà. Là aussi, on le voit, on voit certains dispositifs dans la salle de Madame de Sévigné qui sont complètement intégrés là encore dans la scénographie. Ça a été un travail très comment on dit, minutieux, très précis, qui a été fait dans des ateliers successifs avec l'agence Nathalie Crinière pour positionner chacun de ces éléments sur plan, évidemment, sur plan et élévation, pour vérifier que ça fonctionnait à chaque fois dans la salle. Oui, bonjour Noémie, Anne-Laure. Vous avez mentionné à plusieurs reprises des tests qui ont été faits en amont sur votre dispositif. Je voulais savoir dans quelles conditions ils s'effectuaient ces tests, comment vous recrutiez le panel d'utilisateurs. Est-ce que c'était peut-être Opixido qui s'en occupait? Je voulais un peu savoir comment ça se passait. Non, alors oui, j'ai mentionné Opixido parce que Opixido réalise donc le jeu de Lutèce, là, du voyageur à Lutèce, et puis les contenus interactifs des écrans, voilà, des salles d'introduction, et un autre jeu encore qui est présent dans le parcours. Mais on a travaillé avec beaucoup de prestataires différents sur tous ces dispositifs. Vraiment un nombre très important de prestataires, que ce soit pour le numérique ou pour l'accessible. On n'a pas pu constituer de panel d'utilisateurs, donc on a, selon les sujets, testé avec une personne aveugle qui nous a accompagnés vraiment sur les dispositifs d'accessibilité aux déficients visuels. On a échangé avec l'UNAPI, donc l'association des représentants des personnes en situation de handicap psychique, sur certaines questions qu'on se posait. On leur a soumis le fait de ne pas respecter le FALC strict, la charte du facile à lire et à comprendre, mais de s'en inspirer. On leur a demandé ce qu'ils en pensaient, voilà, pour essayer de vérifier en fait nos intuitions. On a travaillé aussi avec un ouvrage de référence du ministère de la Culture sur l'accessibilité, qui est, je ne sais pas si... je n'ai pas la référence ici, mais je peux vous la donner, qui est vraiment un ouvrage qui donne toutes les recommandations, toutes les préconisations et toutes les normes aussi à respecter pour l'accessibilité. Et puis dans mon service, il y avait une personne vraiment référente sur la question sur les sujets liés aux situations de handicap. Voilà. Mais vous évoquiez les problèmes de signalétique. Du coup, forcément, je me dis, comme vous le disiez, il faut être in situ pour constater les erreurs d'orientation des visiteurs, les flux. Ça, pareil, est-ce que sur place, vous allez expérimenter peut-être des nouveaux panneaux? Voilà. Oui, alors ça, tout à fait. Par contre, maintenant, en effet, maintenant que le musée est ouvert et maintenant qu'on a, alors que ce soit pour la signalétique directionnelle, qui n'est pas vraiment mon sujet à moi, mais sur lequel je travaille avec mes collègues, oui, ça va être important. Je ne sais pas jusqu'où on pourra reprendre. On sort quand même d'un énorme chantier. Donc, on va faire des petites adaptations là pour les choses qu'on a identifiées comme vraiment problématiques. Et pour la médiation, pour développer des outils plus spécifiques, donc je ne sais pas, par exemple, des visites tactiles avec des livrets tactiles sur certaines thématiques ou des livrets faciles à lire et à comprendre, puisque vous avez compris qu'on n'a pas encore cet outil dans le musée. On a un socle qui est partagé par tous, mais on n'a pas les outils vraiment plus spécifiques, ou les vidéos en langue des signes française qu'on n'a pas encore non plus. Là, on va travailler avec des associations, avec les publics qu'on dit les publics cibles, c'est-à-dire que ce sont eux les experts et c'est avec eux qu'on va travailler pour développer ces différents outils plus adaptés. J'ai une dernière question, très pragmatique. J'ai vu que le budget d'ensemble pour la rénovation, c'était autour de 43 millions, c'est ça? Là, 58 millions, les chiffres finaux. Okay. Du coup, quelle était la part destinée spécifiquement à la médiation culturelle, à tous les dispositifs que vous avez montrés? Alors, hors numérique, parce que ça, je n'ai pas le budget de tous les contenus numériques. Donc, hors contenu numérique, tous les dispositifs d'accessibilité universelle, à toucher, à manipuler, les textes simplifiés, c'est 220 000 €. Les jeux, etc. Oui, et installation. Merci. Et la conception, ce qui était de rien, merci. Ce qui était vraiment intéressant dans la conception, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des prestataires, donc que je nomme quand même, l'imprimerie La Ville pour le braille et le tactilo-visuel, l'atelier 3 points pour tous les éléments en 3D et pour l'accompagnement de tout le projet, et Vert Olive pour tout ce qui est les manips avec des mécanismes.
voilà, ces 3 interlocuteurs-là qui avaient répondu à notre appel d'offres en groupement ont été vraiment des interlocuteurs parfaits pour ce projet, parce qu'on a pu vraiment co-concevoir avec eux, avec leur expertise. Alors peut-être ça répond aussi un petit peu à la question de l'expertise que vous me posiez. C'est aussi dans leur domaine respectif, avec les expertises qu'ils avaient, qu'ils nous ont fait évoluer dans nos propositions, dispositif par dispositif. À chaque fois, pour certains dispositifs, on est arrivé jusqu'à la V18. On a fait vraiment des tests, vérifier les choses, identifier ce qui marchait pas, refait. Et ils ont été toujours force de proposition. Donc ça, on l'avait inclus dans le cahier des charges dès le début. C'était qu'il nous fallait vraiment des prestataires, parce qu'on était une toute petite équipe au musée, avec un calendrier très très serré. Et donc, il fallait vraiment qu'avec les prestataires, on puisse être dans la co-conception. Bonjour, merci. J'avais 2 questions. Où est-ce qu'on trouve 58 millions d'euros? Et où est-ce qu'on range tout pour les travaux? Oui. Alors, on a vidé le musée pour les travaux. Ça a été. Moi, j'ai parlé que de la scénographie, de la médiation, mais il y a évidemment d'autres gros enjeux de ce projet de rénovation. Ça a été le chantier des collections. Ça a été un énorme chantier. Beaucoup des œuvres étaient dans des réserves dans le musée, sous les toits, dans les caves, derrière les murs. Il y en avait vraiment de partout. Donc, le chantier des collections, grand déménagement qui mobilise du temps, des équipes et de l'argent, en effet. Et c'est parti dans des réserves à l'extérieur de Paris. Et 58 millions d'euros. Si vous regardez les coûts des rénovations des lieux culturels, certes, c'est un budget, mais c'est pas un établissement. Enfin, c'est un établissement public, le musée Carnavalet. C'est un musée de la ville de Paris. Et sa rénovation, c'était le grand projet de la mandature passée de Anne Hidalgo. Donc oui, la ville a financé la rénovation du musée Carnavalet, mais qui est un musée qui n'avait pas été rénové depuis... ça se compte même pas, quoi. Depuis les derniers travaux qui avaient eu lieu au musée, c'était en 1989 pour l'installation des salles de la Révolution française au moment du bicentenaire. Ok, merci. Voilà. D'autres questions? Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Merci. Juste pour terminer, pour aller un petit peu plus loin sur la question des références, vous avez mentionné donc les références en matière d'inclusion d'un point de vue scientifique, je dirais. J'étais curieuse de connaître les références peut-être d'autres musées ou d'autres établissements qui accueillent du public sur comment on traite en fait des œuvres à caractère historique, comment on traite d'inclusion mais dans un espace en matière d'histoire, en matière d'art. Voilà, ma curiosité se porte là-dessus. Oui, alors on s'est évidemment inspiré de plein de choses. Mais en même temps, Carnavalet, là, ce qu'on a fait, c'est assez unique. Parce que d'abord, le musée Carnavalet est assez unique. Comme musée d'histoire de ville, c'est rare qu'un musée d'histoire de ville ait de telles collections. Souvent, un musée d'histoire de ville a des collections et puis une partie qui est un peu plus centre d'interprétation. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartographies, des audiovisuels qui vont permettre de développer des choses qui ne sont pas développées dans les œuvres. Là, Carnavalet, avec des collections aussi riches, on avait vraiment d'abord cette spécificité-là. Et du coup, c'est à la fois un musée d'histoire et un musée de beaux-arts. Et il y a une tension entre ces deux identités qui n'est pas quelque chose de négatif, qui est quelque chose de plutôt intéressant à creuser, en effet, qui est, on a travaillé évidemment avec des historiens, mais aussi avec des historiens de l'art, avec des préhistoriens, avec des urbanistes, pour accompagner, pour faire la contextualisation et la médiation de nos œuvres. C'est pour ça que les 50 chantiers, c'est ce qu'on disait rapidement ça avant la rencontre avec Karl. En fait, c'était déjà avant, pendant 3 ans, on a travaillé, la directrice, les conservateurs, le service des publics, dans des groupes de travail réguliers, à établir ce qu'on a appelé la programmation détaillée, pour dire voilà ce qu'on a pour parler de... Donc Valérie Guillaume, la directrice du musée, disait il y a tel sujet, c'est hyper important, il faut absolument pouvoir en parler. Et puis des fois, les conservateurs disaient ok, mais dans les collections, c'est
c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup, ou il n'y a que des choses de telle ou telle nature, etc. Donc il fallait toujours, tout est du sur-mesure, tout est... et selon les périodes, encore une fois, et selon les thématiques, c'est pas du tout la même approche qui va être privilégiée. Donc ça, voilà, pour une réponse un peu générale. Après, les musées qui nous ont inspirés, il y a les musées de science, parce que l'histoire est une science et qu'on doit quand même avoir cette approche-là pour expliquer un peu les choses aux visiteurs. On a aussi le V&A qui a été un peu voilà, pour plusieurs sujets, si vous connaissez, ou sinon je vous invite à regarder, mais qui peuvent être inspirants aussi pour les questions d'adresse aux visiteurs, au public. Les musées, pour les hauteurs d'enfants, il y a des musées à Glasgow, dans les pays scandinaves aussi. Mais en fait, tout ça, c'est... Voilà, on a une intention, on sait avec quoi on travaille, ces collections. Notre rôle, c'est de valoriser ces collections, donc de partir de ces collections et de permettre aux gens de les comprendre. Parce que le nombre de gens qui nous disaient « Je suis venu à Carnavalet, ça a l'air super intéressant, mais j'ai rien compris, je ne sais pas pourquoi c'est là, je ne sais pas de quoi ça parle. » Donc voilà, c'était vraiment ça notre enjeu, et d'avoir de mettre en œuvre cette volonté d'accessibilité à tous. Donc voilà, on a construit quelque chose qui est peut-être pas reproductible. Ce qui est reproductible, ce qui est intéressant, c'est la démarche. C'est la démarche qui est mise en œuvre, la démarche de l'accessibilité universelle. Maintenant, on ne peut pas dire que vous prenez ça, vous allez faire la même chose. Là, tout à l'heure, je suis allée voir la rénovation chez vous du musée d'Aubray. Le contexte est complètement différent. Il y a des choses similaires, mais les bâtiments sont différents. Les collections, la sphère d'influence des collections, on va dire, c'est pas juste un territoire, c'est plus complexe. Voilà. Donc, chaque lieu doit adapter ses propres solutions. Comme on a fait, nous, on n'a pas copié-collé un modèle d'un autre lieu, en fait. Je sais pas, ça répond pas tout à fait. Très bien. Si, merci. Et j'en profite pour poser une question moi-même. À propos de l'ouverture des musées sur la ville et de la capacité à entrer dans un musée facilement, les grands projets des musées des années 80-90 focalisaient beaucoup là-dessus, sur le fait de pouvoir entrer sans limite dans les musées et de ne pas avoir de contraintes. Les attentats de 2015 et puis même avant les plans Vigipirate ont largement remis en cause cette possibilité. Comment est-ce que vous avez géré cet aspect-là au musée Carnavalet ? Oui, alors le pass vaccinal aussi était une grosse contrainte, surtout pour les groupes de scolaires, de collégiens, ça a été le plus bloquant. Mais alors, Carnavalet, déjà, on peut le signaler, c'est intéressant, les musées de la ville de Paris sont tous, les collections permanentes sont gratuites. Donc tout ça, c'est entièrement gratuit pour tous. Sans justificatif à présenter, sans quoi que ce soit. Mais cela dit, ça suffit. On sait que ça ne suffit pas, la gratuité, pour faire venir, pour donner envie aux gens de venir dans les musées. C'est pour ça, parce que si la gratuité suffisait, peut-être que, voilà, évidemment, on devrait se donner du mal pour que les choses se passent bien, mais là, on doit faire des efforts aussi pour faire venir des gens qui ne seraient jamais venus. On est évidemment... En ayant été fermé 5 ans, on a un visitorat qui vient pour la première fois à Carnavalet. Mais c'était très important pour nous de renouer. On sait qu'ils étaient peu présents avec les Parisiens et les Franciliens, donc les visiteurs locaux, qui étaient moins... voilà, souvent, on parlait à un Parisien, il a vu Carnavalet quand il était petit, avec ses grands-parents ou dans une sortie scolaire, et il n'y était jamais retourné. Donc là, tout ce qu'on a mis en place... c'est aussi pour rendre le musée plus accueillant, qu'on ait envie d'y venir, d'y revenir. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'il fallait 5 heures pour le découvrir, on comprend que c'est un musée dans lequel on peut revenir. Vu qu'il est gratuit, on peut revenir plusieurs fois. On propose aussi, on a toute une offre, je n'ai pas développé là-dessus, mais depuis la réouverture, toute une offre de médiation, de rencontres, d'événements, qui fait vivre aussi le musée. On est en train de réfléchir. Aujourd'hui, dans les musées, il y a quelque chose qui commence à être de plus en plus questionné, c'est la notion de bien-être, de pouvoir proposer des expériences dans les musées qui ne sont pas uniquement de l'apport de connaissances. Là encore, tout ce qu'on a vu, là, tout ce que je vous ai présenté, c'est un peu ça. On est encore dans
On vous apporte des connaissances pour que vous compreniez les œuvres. Maintenant, on réfléchit aussi à comment on peut regarder les œuvres autrement. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous évoquer en lien avec notre histoire personnelle? Et si j'écoute quelqu'un qui va me parler d'une œuvre en me disant que ça lui fait penser à sa grand-mère parce qu'elle a grandi dans tel quartier, qu'elle tenait telle boutique, ou etc., peut-être que ça ne va pas du tout m'intéresser, mais peut-être que ça va me permettre tout d'un coup de voir cette œuvre différemment, tout comme les dessins d'enfants qu'on a proposés aussi dans le parcours. Donc c'est tout ça qu'on essaie de faire vivre pour que le musée soit toujours ouvert sur la société. C'est aussi la programmation d'expositions temporaires, évidemment. En ce moment, on a une exposition consacrée à Marcel Proust, mais ensuite, on aura une exposition beaucoup plus de société sur les engagements pour l'émancipation des femmes à Paris de 1789 à 2000. Donc voilà, toutes ces programmations, c'est aussi des outils pour faire vivre les musées en lien avec les problématiques du monde dans lequel les gens vivent, parce que c'est quand même l'enjeu, finalement, d'une manière ou d'une autre. C'est que ça ait du sens pour nous aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut vous remercier, Noémie. Merci à vous, de rien. Merci.